place en premier lorsque tu organises ton salon? Moi, quand j'organise le salon, c'est la recherche de la salle et je m'assure que l'endroit qu'on avait prévu au départ est bien validée, qu'elle est disponible aux dates où on fait notre salon et voilà, avec la mairie. Donc, comment est-ce que vous sélectionnez les participants, les auteurs participants, que ce soit les invités ou les exposants? Alors là, il y a trois critères. On essaye déjà de prendre des auteurs indépendants. Donc, ça peut être des auto-édités ou des auteurs qui veulent venir sans leur maison d'édition. Donc, ces personnes-là vont passer par un comité de lecture, obligatoirement. Comme ça, les personnes vont les sélectionner. On se limite à peu près 13% du nombre d'auteurs total du salon. Ouais. Et je prends le même pourcentage en auteurs invités. C'est le deuxième pôle pour les auteurs. Et le pourcentage restant seront des auteurs qui seront amenés avec leurs éditeurs. Donc là, c'est les éditeurs qui choisissent. Selon toi, qu'est-ce qui explique le succès de ce salon? Parce qu'il a beaucoup de succès, il a beaucoup de monde et les gens veulent revenir à ce salon. Alors, la première chose, je pense, c'était le manque. Dans la région, il n'y en avait pas. Donc, c'est pas difficile. Du jour où on a monté le salon, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande. Et la deuxième, c'est la com. Moi, de janvier à avril, je fais de la com toutes les semaines. Et maintenant, on a même dégagé un budget com. On paye des médias et voilà, on distribue énormément de flyers. Moi, j'ai aussi une autre explication. Je pense aussi que c'est un salon extrêmement chaleureux, dans le sens où les auteurs sont chouchoutés. Invités et pas invités, on est chouchoutés. Il y a le repas qui est offert aux auteurs. Je me rappelle, quand je suis arrivée à mon stand la première fois, avoir vu ce petit gobelet avec des bonbons à l'intérieur. C'est tout bête, mais ça m'a fait plaisir, ça m'a touchée. Le café aussi offert à tous. Ouais. L'eau, voilà, les boissons, quand il fait chaud, etc., c'est très agréable. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est un sens de circulation. Mais moi, j'avais remarqué que le fait d'avoir un sens de circulation, presque un passage obligatoire, souvent c'était en cercle, ça favorisait que les gens s'arrêtaient presque à tous les stands, en fait, plutôt que d'aller vers un auteur et de ne pas découvrir les autres. Et je pense que ça fait aussi partie des petits secrets de réussite de Grès Imaginaires. Un salon se prépare des mois, des années en amont, mais ça en vaut vraiment la peine parce que ça crée quelque chose d'unique, une relation très, très profonde entre les visiteurs, les auteurs, les exposants, les maisons d'édition. Bref, merci beaucoup à tous ceux qui donnent de leur temps pour permettre ces beaux événements. Et merci en particulier à toi, Pascal. Déjà, quelle est la première chose que tu mets en place quand tu veux organiser un salon? Moi, avant déjà d'organiser le salon, je me renseigne sur qu'est-ce qui a lieu en même temps. On va chercher en général, on va dire, tiens, on veut organiser, par exemple, Yggdrasil, Festival Yggdrasil, on va dire, tiens, qu'est-ce qui a lieu en même temps pour déjà essayer de comprendre le marché, puisque on parle quand même de marché ici, pour voir si nos visiteurs sont dispo, pour voir comment proposer donc après à nos exposants une expérience qui soit une bonne expérience. Donc, j'aurais dire première étape, trouver le bon concept, deuxième étape, trouver la bonne date avec pas trop de monde en face. Moi, je vais m'intéresser du côté des auteurs, puisque ce live est à destination des auteurs et leur donner des conseils. Donc, comment peuvent-ils postuler pour Yggdrasil? Comment est-ce que se passe la sélection des auteurs à Yggdrasil? Je pense qu'en plus, c'est une sélection que tu connais bien. Oui. Comment ça se passe? Alors déjà, il faut savoir que chez nous, les inscriptions sont toutes numériques. C'est-à-dire qu'on demande aux gens, on met en place une plateforme, on les incite à tous s'inscrire de façon numérique pour que tout le monde ait, entre guillemets, le même dossier. Puisse après étudier. Dans un deuxième temps, en général, au bout d'une semaine, 15 jours, on a déjà beaucoup de dossiers. Cette année, je crois qu'on a eu plus de 60 pour les auteurs illustrateurs. Enfin, pour combien de places? J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que même sur la ruelle littéraire, puisque nous avons une ruelle auteur-illustrateur au sein du festival, je crois qu'on a une quinzaine, une vingtaine maximum entre auteurs et illustrateurs. Et donc, après la sélection, vous regardez quoi? C'est quoi qui va déterminer que vous allez prendre tel auteur et pas un autre? La date de sortie de son dernier bouquin, déjà. On cherche, entre guillemets, des auteurs et des illustrateurs qui soient des gens de vivants, qui fassent vivre leur communauté, qui fassent vivre leur public, pour être sûr que les gens vont avoir quelque chose à discuter et qu'ils pourront également repartir avec un souvenir de quelque chose de récent. C'est très intéressant lorsque vous avez un salon de venir faire des choses en amont. Nous, on est venus donc le jeudi soir
Et on a fait des interventions dans des écoles. On a visité 4 classes parce qu'on écrit pour la jeunesse. Mais je pense que c'est intéressant de préparer des interventions bien en avance, hein, bien sûr, pour rencontrer des personnes et ça aide à préparer le salon. Donc là, je me trouve de nouveau devant mon stand. Et je voulais revenir un peu sur la nécessité ou pas de mettre de la décoration. Donc, vous voyez, la priorité, c'est les livres. Alors, ce que je monte en premier, c'est la nappe. Donc, je l'ai dans un sac qui est le dernier mis dans la voiture et le premier déballé parce que la première chose qu'on commence à faire, c'est mettre une nappe. Et la première fois que je suis arrivée en salon, je n'avais pas anticipé le besoin d'une nappe. Or, les tables sont souvent des tables de location en plastique, en bois, bref, moche. Et donc, c'est très bien d'avoir quelque chose pour mettre dessus, pour mettre ces livres en valeur. Alors, si vous avez des livres colorés, il faut une couleur de nappe qui soit unie et qui soit plutôt terne pour les mettre en valeur. Si vous avez au contraire des livres plutôt noirs et blancs, c'est pas mal de mettre quelque chose d'un peu plus coloré pour attirer l'œil. Votre but, c'est d'être vu. Ensuite, je mets quelque chose en hauteur. Donc, je commence par faire cette structure, on va dire, en hauteur. Pourquoi? Avant, j'avais tendance à mettre mes livres à plat sur la table. Eh ben, les gens, quand ils se promènent, ils ont le regard à ce niveau-là. Vous voyez? C'est pas du tout au niveau des tables. Et donc, il faut attirer l'œil en hauteur. Donc, j'ai des structures qui montent. Donc là, vous voyez, j'ai une sorte d'échelle ici avec 3 étages qui est très facilement transportable parce qu'elle se démonte entièrement. Donc oui, je rajoute des choses. Par exemple là, comme j'ai la chance d'être sur un mur, ce qui n'est pas toujours le cas quand vous êtes au centre de la salle, vous ne pouvez pas être à côté d'un mur. Donc quand je suis contre un mur, vous voyez, j'apporte des rideaux. Et c'est toujours attirer le regard avec des choses qui correspondent à votre univers. Voilà, j'ai Sébastien qui a plutôt quelque chose qui ressemble à des vampires, qui attire l'œil. Les tote bags qui sont nouveaux, hein, c'est des nouveautés que je ne vends qu'en salon et c'est grâce à Nuna Factory. Là aussi, c'est un conseil que je peux vous donner, de nouer des partenariats avec les artisans que vous voyez en salon et que vous trouvez sympathiques. Et donc après, je mets les livres. La priorité, c'est de mettre les livres. Et vous voyez aussi les livres au départ, je les empilais. Mais quand vous les empilez, on ne les voit pas. Si vous les empilez comme ça, face en l'air, en fait, le regard, encore une fois, il est au-dessus. Et il faut vraiment se pencher dessus pour les voir. Alors, je fais une deuxième façade. Et cette deuxième façade, je le fais au moyen de livres qui sont empilés, vous voyez. Ça me permet de les rehausser, de les mettre aussi debout avec des petits présentoirs en plastique que j'ai. Il y a des exemplaires de démonstration. En effet, les livres ont tendance à s'abîmer en salon, les gens les manipulent, les reposent. Donc voilà, il faut pas non plus que les exemplaires de démonstration soient trop abîmés. Parce que quand c'est trop abîmé, c'est moche et ça donne pas envie. Donc, il faut les faire tourner régulièrement. Et donc, ça, ce sont des produits qui sont à perte parce que vous pourrez pas les vendre, c'est pas possible. Ils sont trop abîmés. Et Marie, c'est son premier stand. C'est son premier livre. Et vous voyez, quand on n'a qu'un livre, c'est pas si facile que ça de le mettre en valeur. Et Marie, j'ai tout de suite vu qu'elle avait fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire elle a fait un pressbook sur son stand. Elle a mis des extraits de critiques sur ses bouquins, des commentaires sur Amazon. Être debout dans les salons, dans les séances de dédicace, c'est une très bonne idée. Déjà parce que vous êtes dynamique, vous êtes dans l'action et vous êtes surtout pas sur votre portable. Ça m'arrive de l'être lorsque je veux poster des photos, des choses comme ça, mais c'est très très rare. L'idée, c'est d'être vraiment présent. C'est le moment présent. C'est le moment où vous pouvez être vu, parler avec des gens. C'est pas le moment d'être en retrait. Quel est ton plus beau souvenir de Grès Imaginaire? Quel est le meilleur moment? Le meilleur souvenir, c'est le premier salon, le jour où les premiers lecteurs sont rentrés dans le salon. On avait mis en plus nos rideaux un peu de théâtre, la rouge, et on les a vus passer la porte. Et là, j'ai dit, ouais, ça y est, on y est. Quel est ton plus beau souvenir d'Yggdrasil? C'est quoi le meilleur moment? Alors, c'est un moment qui était très perso. Quand on a créé Yggdrasil, à une époque, le but, c'était d'avoir, entre autres, l'équipe du Naël Band. Ce sont pour ceux qui connaissent moins nos univers, le Donjon Nullbug sont ceux qui ont relancé pour moi le jeu de rôle en France. Et ils ont créé un groupe de musique qui est complètement barré, qui est génial. Et je rêvais de les avoir en concert depuis que j'étais gamin, que j'avais 15 ans.
Et aujourd'hui, j'en ai 33. On sort de 2 petites années de Covid. Là, donc, quand j'en ai eu 31, j'ai eu la chance de les avoir en concert. Ouais. Le grand privilège que tu as quand tu es l'organisateur de ce genre de choses. Moi, j'ai pu me mettre à genoux à côté de la scène pour les regarder et tout jouer et tout. C'est un rêve de gosse. C'est le moment où je me suis le plus éclaté, honnêtement, de tous les festivals. Parce que, j'avais mon petit rêve de gamin qui était devant moi et je me suis éclaté. Mais Coucou, toi! Bonjour, Est-ce que tu comment vas? veux bien parler en live? Coucou! Coucou, bonjour. Ça y Et, est, viens d'arriver moi aussi. et est-ce que tu as un meilleur souvenir de salon? Le meilleur souvenir Ouais. de salon, le premier ici. Ah ouais, c'était beau, hein? Le premier, c'était un peu magique. Ouais. Parce que c'était tout On n'y nouveau, croyait tout- pas, on voilà, était exactement. émerveillés de ce Et résultat, ouais. maintenant, Et moi, j'ai un très bon souvenir aussi de cookies ou de macarons, je sais plus. ah oui, Tu te rappelles? oui, oui, tout à fait. On Oui, une était boîte qu'on voisins, avait, on mais avait c'était partagé la- une boîte. Au troisième, ouais. Bon, bah, écoute, je te laisse installer mon salon. Merci. Bernard, est-ce que tu peux venir parler à la caméra? Oui, C'est mon oui. copain Bernard, coucou. Salut Nathalie. Et est-ce que tu peux nous dire l'un de tes meilleurs souvenirs ou pires souvenirs de salon? Oh bah, le meilleur, c'est très simple, c'est au premier. J'ai rien vendu pendant 2 jours, j'étais à côté de toi qui j'en ai plein. On rigolait, c'était Voilà. très bien. Et le dimanche soir, il y a un monsieur avec une petite barbichette qui est venu me parler et qui m'a dit des trucs bizarres. Ah ouais? Et j'ai compris en revenant que en fait, c'était une offre d'édition, c'était Lilian Ranchaud Oh, mais trop et qui bien. m'a édité par la suite. Oh, c'est un beau souvenir. Je te remercie de l'avoir Ah, partagé. oh. Et t'es prêt? Ouais. Et c'est quoi ton meilleur souvenir de salon? Tous les salons que je passe avec toi. C'est trop chou. On va s'arrêter là-dessus. on va parler sous. Et c'est pas un gros mot du tout, c'est quelque chose qui peut être très très utile. Hein. On peut en avoir un peu besoin au quotidien, ma foi. Les sources de revenus annexes pour les auteurs. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette émission? C'est parce que j'ai diffusé un post, tiens d'ailleurs, est-ce que je peux l'afficher là? Parce que c'est le post qui a fait le plus réagir sur les réseaux sociaux cette semaine. Le post où je montrais les réalités, en fait, les chiffres à ce sujet. Hop, je reviens et je l'affiche à l'écran. Voilà, il y a eu un sondage qui a été fait, enfin, c'est pas un sondage, une enquête qui a été faite par, ça y est, je sais plus, c'est le Figaro, en 2016, j'ai pas de chiffres plus récents, qui disait que sur les 101 600 auteurs répertoriés par la GESA, eh bien, c'était pas 10 000 qui vivaient de leur plume, c'était pas 1000, c'était pas 100, soit 1000 fois moins hein, quand même que les 101 000 auteurs inscrits, c'était 40. Eh bien, 40 personnes qui vivent de ce métier en France, quand on est 101 000 qui le pratiquons, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais c'est un sujet qui revient très souvent, la précarité des auteurs, le fait que c'est un métier qui demande énormément de temps, qui demande énormément d'investissement et qui n'est pas rémunéré. C'est-à-dire que ce n'est pas l'activité d'écriture qui est rémunérée, c'est le livre, et c'est le livre une fois qu'il est vendu. Nous avons cherché à diversifier nos revenus. Je vous présente tout en haut, au milieu, Linda Guillemot. Je suis Linda Guillemot, je suis romancière depuis très longtemps. J'ai publié mon premier livre, auto-publié mon premier livre en 2015. Et parallèlement, donc là je suis en train de finir le 8e roman. Et parallèlement à cette activité-là, qui effectivement n'est pas très rémunératrice, je suis rédactrice web, c'est-à-dire que j'écris des textes pour les entreprises et les collectivités, des agences de stratégie éditoriale, pour alimenter des sites, des blogs, des entrepreneurs, enfin voilà. Donc c'est de la production d'écriture professionnelle en fait, qui répond aux règles de référencement pour les moteurs de recherche, etc., qui est très, très différent de l'écriture de fiction, et c'est ça qui me plaît bien aussi. Et auparavant, j'étais chargée de communication, donc j'étais salariée. Mérima Hellström, la fameuse Bravo pour l'indépendant. Bonsoir, eh bien, je suis autrice hybride de romans et nouvelles de fantasy, fantastique et science-fiction.
J'ai un roman qui est sorti cette année, mon premier roman qui est sorti cette année en maison d'édition. Et puis, j'ai auto-édité plusieurs recueils et nouvelles. Sinon, à côté de ça, je suis correctrice d'œuvres de fiction depuis bientôt 2 ans. Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, c'est Yannick Fradin. Voilà, comme mes collègues, je suis écrivain indépendant. Enfin, moi, je suis surtout écrivain indépendant, un petit peu hybride parce que je suis aussi édité, mais je suis essentiellement auto-édité. Donc j'ai commencé à travailler en micro-entreprise. Je suis toujours en micro-entreprise depuis juin 2018, donc ça fait un peu plus de 3 ans. J'ai auto-édité une trentaine d'ouvrages depuis, et je me suis diversifié à partir de fin 2019. Et un peu plus l'été dernier, depuis 1 an, en faisant également d'autres travaux, notamment de la calligraphie et de l'enluminure. Voilà, donc on reste dans l'écriture, mais l'écriture illustrée. Voilà, donc je suis écrivain de l'imaginaire. Cécile Duquesne. Donc, je suis Cécile Duquesne, je suis au départ autrice en science-fiction, fantasy, fantastique pour les adultes et la jeunesse. Et ça fait, ma foi, 10-12 ans que j'exerce ce métier. J'en ai survécu, puis j'ai fait un burn-out et j'ai décidé qu'il était plus que temps de trouver des revenus annexes. Et c'est lors de cette transformation, littéralement, que je suis devenue, en fait, coach avec des gros guillemets en écriture créative, puisque c'est plus du mentorat que du coaching, en fait, mais en France, le terme de coach est plus reconnu que le terme de mentor, enfin voilà, qui est un peu vieillot et un peu désuet. Et par ailleurs, je suis en fait plus largement formatrice en écriture créative, puisque j'ai créé ce qui s'appelle très humblement ou pas du tout l'école d'écriture 2.0 et qui propose depuis 2 ans maintenant, au rythme d'environ une formation par mois, une formation autour de l'écriture. Donc, moi, vous le savez, hein, j'ai écrit aussi 7 livres en auto-édition, 8 livres un 8e livre édité, et là je vais sortir un autre livre édité pour la jeunesse en novembre, et j'ai diversifié mes revenus, moi, de plusieurs façons. D'ailleurs, Yannick, tu as oublié cette casquette-là. J'ai diversifié aussi en faisant des interventions scolaires. Et nous en parlerons. C'est aussi quelque chose auquel on ne pense pas. Il n'y a pas besoin d'avoir une énième casquette ou une nouvelle activité à mettre en place. En fait, on peut aussi être rémunéré pour ces interventions dans les écoles. Ça demande finalement peu de préparation, et en plus, c'est de la préparation autour de nos bouquins, donc c'est quand même très, très plaisant. Et c'est aussi une source de revenus qui peut être intéressante à considérer. Et j'ai donc fondé mon académie, un peu comme Cécile, sauf que moi, je les accueille à partir du moment où ils ont quitté le giron de Cécile, ils ont fini leur livre, ils ont fini leur texte, et moi, je leur dis, voilà comment le publier. Donc, c'est l'académie sur l'auto-édition et le marketing de l'auteur indépendant, dans le cadre duquel je fais ces lives où je vous invite pour vous apporter plein de contenus utiles. La première chose, c'est pourquoi est-ce que c'est utile de se diversifier ? Quand j'ai quitté mon job salarié, la fonction publique, je ne voulais pas refaire la même chose. Et mon objectif, c'était au départ de passer mon temps à écrire. Et en fait, j'ai cherché une activité liée à l'écriture qui ne soit pas de l'écriture de fiction. Et en fait, j'ai découvert ce métier-là de rédacteur web. Et comme j'ai fait une école de journalisme en tant que chargée de com, je faisais pas mal de rédaction aussi. Je me suis dit, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je me suis lancée. Moi, ça a été une découverte assez fracassante avec l'enseignement, en fait. J'ai enseigné l'anglais et la traduction à la faculté au départ, simplement parce que un de mes métiers annexes à ce moment-là, de mes revenus annexes à l'écriture, c'était la traduction. Et je traduisais principalement de l'anglais vers le français. Écoute, tu feras les cours de traduction littéraire, ce que j'ai fait. Et en fait, c'est tellement bien passé que au semestre suivant, ou l'année suivante, je ne sais plus, l'année suivante, la prof principale qui gérait tout m'a dit « Cécile, est-ce que tu voudrais faire des cours d'écriture créative multilingue ?» Ok, faisons ça. J'ai découvert en fait que ce que j'aimais le plus, au-delà d'écrire des histoires en plus, c'était vraiment transmettre. Alors dans mon cas, je me suis diversifié un peu pour les mêmes raisons, plus pour le goût et le plaisir de transmettre. Et je me suis diversifié dans un premier temps en coaching littéraire pour accompagner bénévolement des personnes qui me demandaient un coup de main puis des conseils.
Et petit à petit, c'est devenu rémunéré et professionnel parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend pas mal de compétences. Et à chaque fois, le point de départ a été d'abord une envie, un plaisir, l'envie de faire quelque chose qui me faisait plaisir à moi. Et ensuite, l'envie de partager mes savoirs et mes savoir-faire avec d'autres personnes. Et je fais beaucoup d'interventions en milieu scolaire, en médiathèque, en bibliothèque, en centre de loisirs, quelquefois en entreprise également pour des ateliers sur la créativité, par exemple, pour transmettre des compétences, des outils, des partages. J'anime de plus en plus d'ateliers de calligraphie. Et toi, Mérima? Eh bien, pourquoi je me suis lancée dans la correction ou dans un revenu annexe? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, je suis partie d'un constat, c'est que je n'arrivais pas à écrire ou à passer ma journée à écrire, en fait. À écrire toute la journée pendant 7 ou 8 heures, c'était juste impossible. Quelle diversification choisir? On a choisi cette diversification en fonction de nos centres d'intérêt, nos goûts, nos passions, etc. Et aussi nos talents, nos forces. On parle, j'en ai déjà parlé de Yann Le Naine qui parle de sa zone de génie. C'est quelque chose qui ne nous coûte pas à nous, qui est facile pour nous, mais qui est difficile pour d'autres, qui n'est pas inné en fait. C'est quelque chose, pour d'autres, ça pose un gros problème, et pour nous, ça vient naturellement. Donc voilà, je conseille ça, c'est de cibler votre talent, votre zone de génie. Le réseau aussi, parce que moi je vois par exemple dans les élèves de mon académie, énormément de copains de conférenciers dont j'ai noué, avec qui j'ai noué des liens ces 2 dernières années. Et donc ce réseau-là m'a dit, j'ai besoin un peu comme ça vous est arrivé aussi à vous, j'aurais besoin d'aide sur tel et tel point. Et donc, c'est venu aussi du réseau. Si vous avez des gens qui vous demandent « Est-ce que toi, tu ne pourrais pas faire ça ?» C'est déjà un bon signe pour voir cette activité annexe que vous pourriez faire. Si on veut conserver un rapport, si on veut que ce métier soit à la fois un soutien financier pour l'écriture et aussi un soutien tout court pour nous, donc une source d'épanouissement, en fait, tout simplement, personnel, il est hyper important de le faire pour soi et pas pour les autres. Les avantages et les inconvénients de la diversification. Alors, les avantages et les inconvénients. Quand on utilise un petit peu ses goûts et ses forces, ça reste un plaisir. Je pense que c'est important en toute chose de prendre du plaisir. Un inconvénient, ça pourrait être de se disperser. Quand on a envie de se diversifier, on fait autre chose. Du coup, ça prend du temps. Du coup, on a moins de temps d'écrire, par exemple. On avance moins sur ses ouvrages. Et puis, quand on se forme, ça prend du temps. Du coup, ça décale. Et puis, on se rend compte qu'on ne sait pas tout. Et puis, qu'on en sait peut-être encore moins que ce qu'on pensait. Du coup, ça décale encore. Et puis, on pourrait se décourager. Pour moi, l'inconvénient principal de mon activité annexe, c'est qu'elle est absolument pas annexe. C'est-à-dire que c'est mon activité principale. Autant financièrement qu'en termes de temps. Alors après, je ne suis pas lancée depuis très longtemps. Parce que j'ai démarré officiellement en novembre 2020. Donc ça va faire 1 an. Et pour l'instant, c'est l'essentiel de mes journées. Alors petit à petit, je cravache, mais j'ai réussi à me caler des créneaux d'écriture dans ma journée et non plus après. Voilà, mais c'est une discipline, c'est une autre discipline à trouver en fait. Voilà, ça demande de l'organisation et pour répartir entre l'écriture et la correction, je sépare mon temps en 2 et j'essaye de passer suffisamment de temps dans l'un et dans l'autre pour que ce soit rentable et pertinent. donc voilà. L'avantage de diversifier ses revenus et de trouver une activité annexe qui peut devenir ou pas la principale, c'est pas un souci tant qu'elle sert l'écriture, selon moi. C'est qu'on devient libre en fait. On est libre de dire non, et désolée, je vais être mal polie, et de dire merde à n'importe quel malotru qui veut nous payer une misère pour écrire un truc super long. Voilà. On a le droit de dire hey, en fait, ton avance sur droit, elle est merdique, s'il te plaît, tu vas la doubler. Voilà. Enfin, on a le droit, on a la possibilité, en fait, parce que quand on est soutenu financièrement par une activité annexe qui ne dépend pas des personnes avec lesquelles on discute pour négocier un contrat, forcément, on a moins peur. Je rajouterai 2 choses. Un avantage notamment, c'est l'augmentation de la visibilité. C'est-à-dire que quand on est auteur, on est visible d'un certain cadre, d'un certain cercle de personnes. Mais si on a une activité annexe, on est
aussi visible de cet autre cercle de personnes et les deux se nourrissent en fait. Et du coup, la visibilité auteur nous apporte parfois des clients dans nos autres activités et inversement, ça nous apporte aussi des lecteurs. Donc, et l'expérience aussi, c'est-à-dire que quand on a des activités, ces activités annexes, peuvent aussi nous aider, nous apporter de l'expérience supplémentaire qui après nous aide dans notre écriture ou nos activités d'auteur auto-édité. Le mot de la fin, c'est oui, vraiment diversifier vos revenus pour ne pas être dépendant, pour pouvoir faire face à tous les événements qui peuvent arriver et pour prendre du plaisir parce que c'est varié, ça change un peu de l'écriture. Puis diversifiez-vous aussi pour apprendre, développer vos compétences et vous former. La formation, c'est la vie. Ouais, on est bien d'accord. Oui, puis il faut s'éclater. Apprendre continuellement, c'est trop bien. Vous avez été top, les amis invités dans mon studio. Vous avez été top, les internautes qui avaient interagi avec nous. C'était vraiment chouette de vous avoir et d'échanger avec vous. Je pense que ça Bien, voilà, c'est le marché du livre audio. Le marché du livre audio qui est en pleine expansion, qui attire et intéresse de plus en plus des éditeurs français parce que pour l'instant, le livre audio compte pour 5% seulement des livres vendus en France, ce qui est beaucoup moins que sur d'autres marchés européens ou américains. Et donc, on va passer probablement à une croissance à 2 chiffres. Est-ce que Jeanne, tu peux nous dire pourquoi je t'ai demandé d'être là ce soir? Alors, tu m'as demandé d'être là ce soir parce que il y a quelques années, je me suis lancée dans le livre audio. Alors, à la fois livre audio sur support USB et aussi livre audio sur les plateformes de distribution classiques. Moi, je suis plutôt nouvelle arrivante dans le livre audio avec mon premier livre audio publié là au mois de septembre. Donc voilà, donc une expérience assez récente. Tout à fait. Alors, pour toi, c'est justement un peu pas la contrepartie, mais c'est l'autre aspect. Toi, c'est le début, tu n'as pas encore les résultats, les chiffres, etc. Mais tu vas quand même pouvoir nous partager ton expérience, étant donné que, Jeanne, tu as fait appel à un studio qui n'est pas le même que celui d'Anaïs. Donc, c'est intéressant de confronter vos expériences, de voir comment ça s'est passé pour vous. Alors moi, je suis gérante d'une maison d'édition spécialisée dans le livre audio qui s'appelle Volume, avec 2 O, qui est installée à Bordeaux. Et donc, nous éditons une vingtaine de livres audio par an. Donc, pour ça, nous acquérons les droits audio auprès d'éditeurs. Nous produisons, nous distribuons et nous diffusons. Et en fait, j'ai commencé à avoir pas mal de demandes spontanées de la part d'auteurs qui me demandaient de mettre leurs livres en format audio. Et donc, je suis en train de réfléchir à une offre à leur attention, alors que je suis en train de finaliser et qui va être en ligne d'ici quelques semaines. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de proposer le livre audio? Alors, il y a tout d'abord des arguments rationnels. Comme tu l'as dit en début d'intervention, c'est la partie du marché de l'édition qui croît le plus vite. On dit que le marché est entre 3 et 5%, mais il connaît une croissance à 2 chiffres depuis quelques années. Donc on parle de 20% de croissance par an. Le deuxième, c'est que ça permet d'élargir les lecteurs. On sait que les lecteurs de livres audio sont beaucoup plus jeunes que les lecteurs de livres papier. Je crois qu'ils ont 38 ans en moyenne, 35 ans en moyenne quand c'est 45 ans ou 48 ans pour le livre papier. Enfin, il y a des aspects qui sont, pour le coup, on va dire artistiques et des aspects liés au plaisir. Moi, je trouve qu'un texte qui est bien lu, alors j'insiste, il faut qu'il soit lu par un comédien professionnel et de talent, je trouve que c'est en fait un exhausteur de livres. Alors moi, effectivement, il y a le côté rationnel aussi d'avoir vu que le livre audio était le prochain marché, on va dire, sur lequel il fallait se positionner, ça c'est sûr. Pour moi, le livre audio, c'est aussi un moyen d'apporter la littérature à des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de lire de manière fluide et agréable, etc. Et puis en plus, en dehors de ça, je suis moi-même friande de livres audio. Enfin, j'imagine comme pas mal d'auteurs, je me déplace beaucoup sur les routes pour aller en intervention, en salon, en dédicace. Et quoi de mieux que d'écouter un livre quand on est sur la route. Enfin, moi, je suis vraiment convaincue, c'est un support que j'utilise énormément. Mais après, c'est vrai que ça faisait plusieurs années que j'y réfléchissais.
En 2016 ou 2017, j'ai fait réaliser des extraits audio de mes romans pour mettre sur mon site internet qui est très bien référencé. Donc, du coup, je voulais vraiment en profiter. Et c'est vraiment là que j'ai vu le côté, mais vraiment hyper puissant de voir un livre lu. Et le côté, voilà, toutes les émotions que ça pouvait véhiculer différemment, etc. Et comme c'est quelque chose qui me drive beaucoup, les émotions, le fait de partager tout ça, ça a été ma première motivation. Et après, forcément, c'est toujours bien de pas avoir tous ses œufs dans le même panier, de pouvoir proposer un format différent, de s'ouvrir à un public différent, voilà, qui aime le livre audio, ou qui soit jeune, qui soit malentendant, malvoyant plutôt. Et ce que j'ai voulu, moi, avant tout, c'était être accessible à des personnes qui ne pouvaient pas me lire. Et on en arrive à la deuxième partie. Comment est-ce qu'on gère tout ça? C'est que je n'avais absolument pas le budget nécessaire à faire enregistrer mon livre par des professionnels. Donc, j'ai fait une étude de marché. Je me suis aperçue des possibilités qu'il y avait. J'en ai identifié 3. La première partie, c'était de faire appel à un studio qui ferait toute l'organisation, en fait, toute la prise en charge. L'enregistrement des voix, les montages après et la diffusion. Mais en ce qui me concerne, et on en reparlera avec Alice après, moi j'avais estimé que c'était un budget, et puis Jeanne aussi tu nous parleras de ton budget, j'avais estimé un budget de 5 000 € pour ça. Et je n'avais pas ce budget, là à l'instant T, je ne l'avais pas disponible, sans compter que même si j'avais pu l'investir, je n'étais pas du tout sûre de pouvoir le rentabiliser. Je n'avais pas le public nécessaire. C'est pas parce qu'il y avait 2 personnes qui me l'avaient réclamé que voilà, ça allait compenser l'investissement. La deuxième solution que j'avais trouvée, c'était de faire appel à un studio d'enregistrement. Donc là, c'était moi qui lisais mon texte. Le problème du studio d'enregistrement, c'est que ça reste quand même un certain budget, même si je vais trouver un très bon studio d'enregistrement à côté de chez moi à 800 € par demi-journée ou par journée complète, je ne me rappelle plus, je crois que c'est par journée complète. Et donc, c'était quand même un investissement moindre en frais. Mais il faut savoir que vous ne pouvez pas enregistrer votre livre sur une journée. C'est pas possible. Et physiquement, votre voix ne tiendrait pas. Et matériellement, j'avais calculé, et peut-être qu'Alice nous en reparlera, qu'un livre n'était pas enregistrable en une journée. Il fallait au minima compter 2 sessions d'enregistrement et plus avec toutes les erreurs, les loupés qu'il pouvait y avoir. Donc, mais c'est la solution de le faire moi-même. Mais pourquoi je l'ai fait moi-même, enregistrer mon livre audio comme le disait Jérôme, c'est que j'avais l'impression d'une intimité vraiment accentuée avec mes lecteurs en lisant moi-même mon livre. Comment toi, ça se passe chez toi pour faire réaliser un livre audio, d'un côté réalisation? Alors, on parlera de diffusion après. Ouais, alors nous, on est à Bordeaux et on fait tout nous-mêmes. Alors du coup, moi j'ai été contactée par une nouvelle filiale française d'une grosse société européenne qui s'appelle Saga Egmont, ou Egmont, ou je sais plus trop comment on prononce. Et ils sont très très développés, voilà, en Europe et surtout du côté justement pays du Nord. Alors dans le comment, il y avait accepter le contrat, donner le livre et attendre. Oui, mais écoute, c'est une solution très facile finalement pour l'auteur. Elle existe. Et le budget, tu as eu un budget une fourchette de combien? Alors oui, alors là forcément le contrat c'est vous touchez rien tant qu'on n'est pas remboursé. Alors comme je suis quand même méfiante et que j'aime que les choses soient faites dans l'ordre, quand j'ai vu que le livre audio était sorti, je dis maintenant je veux une attestation du prix de production parce que moi je veux savoir quand est-ce que j'ai remboursé quoi. Oui. Donc là ils ont dépensé 2 500 € pour la production du livre. Comment tu as fait toi, Jeanne? Dans un premier temps, ce que j'ai fait, moi, j'ai contacté Audible pour savoir éventuellement s'ils étaient intéressés par un de mes ouvrages. Et ils m'ont dit, alors nous, on n'est pas intéressés
Par contre, on veut bien vous ouvrir un contrat en tant qu'éditeur, en fait, mais il faut que vous ayez au moins 3 titres à proposer. Alors, partie là-dessus, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, je vais démarcher plusieurs studios. Il se trouve que j'ai bien accroché avec la personne qui s'occupe des studios ESOP. J'ai fait le choix de mettre mes 3 livres les plus courts parce que sinon, au niveau budget, j'en avais certains qui faisaient un nombre de mots tellement important que c'était pas possible. Il faut savoir que ça m'a coûté 0,66 centimes du mot. Ah d'accord, 0,066 du mot. Et moi, j'ai eu le choix entre 3 comédiens et ça s'est passé exactement comme l'a expliqué Alice. Et donc après, j'ai tout laissé au studio et puis j'ai récupéré les fichiers et puis voilà. Au point de vue de la diffusion, est-ce qu'on peut en quelques mots dire comment on diffuse? Moi, je peux commencer. Moi, je diffuse essentiellement sur mon site internet, sur ma boutique en ligne. Et c'est pas la meilleure des solutions parce que j'ai pas le public encore, j'ai vendu comme mes habitués, qui connaissaient en plus déjà beaucoup l'histoire. Donc, c'est pas du tout une diffusion importante. J'ai encore beaucoup d'autres pistes à explorer et notamment, je voulais parler de Kobo. Kobo qui s'ouvre beaucoup aux auteurs indépendants. Kobo, leur grande force, c'est la clause de non-exclusivité, ce qui est vraiment complètement en opposition avec le grand géant Amazon, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez lu, que vous soyez diffusé. En tout cas, ça fait partie de leur mission, leur mission statement qui est sur leur site et ils le disent bien. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez diffusés. Donc, venez chez nous, on ne vous demandera jamais de nous accorder l'exclusivité de votre livre, notamment le livre audio. Du coup, sur Audible. Et après, il y a aussi du coup Deezer, Spotify et d'autres plateformes que je connais moins bien. Mais je suis du coup à la fois sur vraiment les endroits spécifiques du livre audio et aussi du coup sur les endroits plus streaming, comme avait souligné Alice dans une précédente conversation, quoi. Mais il y a aussi Kobo. Tu es en streaming et en produit digital. Alors d'abord, comme toi sur mon site internet, c'est possible de les avoir. J'ai mes cartes USB quand je suis en séance de dédicace. J'ai oublié d'en parler, heureusement que tu es là. Avec le fait que je peux les dédicacer, en fait. Donc ça, c'est un côté sympa. Et puis aussi, je suis sur Audible, mais via mon studio ESOP. On est distribué sur Audible, bien sûr, sur Kobo, sur Google. On passe par Findaway, donc on est aussi sur Apple Scribd. J'ai l'impression que j'en oublie. On est sur YouBooks, on est sur YouScribe, donc ça c'est du streaming. On est dans des réseaux de bibliothèques par des accords particuliers. On est sur placedeslibraires.com, donc on est référencé dans Dilicom, donc ça veut dire que vous êtes référencé auprès des libraires indépendants, même si jusqu'à présent c'est plutôt théorique parce qu'il faut en fait que vous commandiez votre livre sur Place des Libraires et que vous indiquiez le libraire auquel vous voudriez que la commission revienne. Moi je trouve que c'est bien. On est aussi sur Overdrive qui commercialise les livres auprès de bibliothèques, beaucoup au Canada et dans des pays étrangers. Donc voilà, nous on fait tout ça. Est-ce que le livre doit être écrit différemment pour mieux passer en audio ou est-ce qu'on peut vraiment faire un livre audio sur tous les livres? Moi, je peux juste répondre que j'écarte, quand je choisis des textes, j'écarte les textes dont la ligne narrative n'est pas assez claire. C'est-à-dire, ça vous arrive de lire un livre dans lequel il faut que vous vous reportiez à plusieurs chapitres en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Ça, en audio, je trouve que pour le coup, c'est compliqué. Donc ça, moi, j'écarte ces livres-là. Mais sinon, à peu près tout peut se faire en audio, à mon sens. C'était passionnant. On a appris beaucoup de choses. Le crowdfunding. Déjà, c'est pas facile à dire. Crowdfunding. Aussi financement participatif en français. Puis c'est pas facile du tout à mettre en place parce que ça demande une énorme préparation et à maintenir pour aboutir. Nous allons beaucoup parler de la plateforme Ulule ce soir parce que c'est une plateforme qui est plébiscitée par les auteurs. Donc, je vais vous laisser vous présenter, les amis, dire en quelques mots pourquoi vous êtes là ce soir, comment on se connaît et comment vous en êtes arrivé à intervenir dans un live sur le crowdfunding.
Eh ben bonjour, enchantée, Yelena. Donc je suis passée moi par le crowdfunding pour financer toute ma campagne, enfin toute ma saga des Chroniques des Fleurs d'Opale, qui est une saga de fantasy. Donc j'ai fait 3 campagnes différentes. J'ai commencé par la première campagne pour mes 2 premiers livres, donc sur Ulule. Ensuite, j'ai fait une campagne de crowdfunding, mais sur mon site internet pour le 3e. Et enfin, en 2021, donc il y a quelques mois seulement, j'ai conclu la saga avec le dernier. Et là, je suis revenue sur mes fondamentaux sur Ulule pour clôturer tout ça. Je suis un auteur à la fois auto-édité et édité. J'ai un livre qui est passé en édition. En quelques mots, j'ai écrit soit de la science-fiction, enfin de l'anticipation, parce que j'aime bien réfléchir sur le futur quand ça nous parle d'aujourd'hui. Et j'écris de l'Uchronie, qui est un jeu avec l'histoire. Et on va vous raconter tout ça, et dont ma campagne Ulule pour mon dernier livre. Lucille Chaponnet, auteure auto-édité pour le moment et auteure à plein temps depuis presque 1 an. Donc ça fait plaisir. Sur Ulule, niveau crowdfunding, j'ai sorti ma duologie La Cité des Centaures. Et pour mon one-shot, Les Plaines du Vent, donc qui existe en format broché. Alors, je ne sais pas si on va le voir briller, mais aussi relié. Est-ce qu'il y aurait des livres qui, à votre avis, seraient pas du tout, ça marcherait pas sur du crowdfunding? Non, je pense pas. Je pense que c'est le projet, c'est le réseau, c'est la manière dont on le porte, mais dans l'absolu, enfin tout projet peut faire l'objet d'un crowdfunding. Alors moi, je nuancerai un petit peu quand même, d'autant plus que les crowdfunding vont demander de passer par un site internet, par exemple Ulule ou quoi. Donc ça va demander des visuels parce que les gens vont parier sur un projet que parfois ils ne connaissent pas forcément. Donc soit miser sur du visuel pour pouvoir attirer des gens, ou aussi le pouvoir de la communauté. C'est très important, je pense, d'avoir quand même une certaine garantie que le projet puisse fonctionner, ou en tout cas qu'on ait des premiers gens, des premières personnes qui vont miser sur le projet pour inciter les autres à suivre derrière. Si on lance un projet en se disant qu'on va réussir du premier coup, mais qu'il n'y a personne qui va suivre, en fait, le projet s'écroule très très rapidement, même si on a fait on a préparé une super campagne, quoi. Alors, il y a plein de choses dans Ulule que je trouve assez passionnant parce que j'ai pu suivre plusieurs projets. Alors, c'est aller du livre professionnel dans le sens très... le but, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, c'est un livre d'amélioration continue très industriel. Donc, j'ai suivi un projet comme ça, j'ai suivi de la romance contemporaine, du drame, enfin, tout un panel de types de livres, et ça dépend totalement de vos objectifs. Si vous vous attendez à exploser ou si vous voulez juste remplir votre objectif de base. Et le marché de Ulule, j'ai l'impression qu'au niveau littéraire, il est très geek et du coup, il est très, très visuel. Le type de projets qui ont l'air d'exploser, c'est souvent de l'imaginaire très, très visuel, du type, j'en ai à côté de moi parce que j'en achète tout le temps. Yatu, qui a déjà sorti 2 tomes de Erika et les princes en détresse. Celui-là, c'est mon préféré, il est vraiment incroyable. Je ne sais pas si on dit Shan ou Chain, je ne sais pas, mais il y a des dragons et c'est trop beau. Et c'est vraiment très, très visuel, donc ça dépend de votre base. Justement, parlons des objectifs. Quel était ton objectif, toi? C'était un objectif monétaire ou un objectif de nombre de ventes? C'était quoi? C'était monétaire. Alors, parce que j'ai préféré garder une base pour tout. Moi, j'ai calculé tous mes frais, j'ai fait 1 million de calculs. Par contre, j'ai pris des paris. Pour les Plaines du Vent, en fait, j'ai mis un objectif à 1 000 €, qui était un objectif tout à fait atteignable, je pense, pour ce projet-là, puisque j'avais déjà une communauté, etc. Enfin, je savais que ça allait pouvoir se lancer. Par contre, j'étais rentable qu'à partir de 5 000. Mais en fait, mon but, c'était de communiquer à chaque fois que les paliers étaient débloqués, parce qu'on peut faire des paliers et se dire si j'atteins les 2 000, on débloque le marque-page. Si j'atteins les 4 000, on débloque un porte-clés, etc. Et du coup, j'ai pris un gros pari et il a marché
Alors moi, j'avais pas envie de communiquer sur l'argent par rapport au succès, parce que quelque part, quand on va sur Ulule et quand on s'adresse aussi, on commence par son réseau, les gens qu'on connaît, j'avais pas envie de d'avoir l'impression de leur demander de l'argent. Donc j'ai vraiment, moi j'ai fait le choix de communiquer sur un nombre d'exemplaires. Pour la première campagne, j'avais mis un objectif à 3 000 € que j'ai atteint très rapidement parce que la première campagne elle a fini à 7 500 €. Cependant, elle n'a pas été rentabilisée. Je préfère le noter tout de suite parce que, alors déjà, c'était une campagne qui concernait 2 livres et pas un seul. Donc déjà, il fallait multiplier les frais d'impression par 2. Et en fait, là où j'avais mal calculé mon coût, c'était sur les frais postaux parce que tous mes livres font plus de 3 cm d'épaisseur, donc passe en colissimo. Et tout de suite, le prix en colissimo n'est pas exactement le même que le tarif lettre. Donc, ça a été très compliqué, mais en fait, j'ai bien rebondi au final parce que entre la fin de la campagne et les envois, j'ai quand même eu plein de préventes qui se sont faites au-delà de la campagne. Donc finalement, ça s'est bien amorti comme il fallait. La deuxième campagne, du coup, donc c'était le 3e volume. Là, je suis passée par mon site internet. Ça n'avait rien à voir avec Ulule. Je suis restée sur un objectif de chiffre que je crois avoir fixé à 2 000 €. Donc là, ça concernait qu'un seul exemplaire qui était plus petit, donc moins d'argent à débourser, que ce soit en impression ou en frais postaux. Et pour la dernière, on avait mis un objectif à 2 500, je crois, mais que là, on a explosé parce qu'il est parti à 18 000. Mais que c'était pas plus mal, parce que du coup, on avait, comme c'était la dernière campagne, il y avait déjà tous les autres livres qui pouvaient être acquis avec les packs. Et surtout, on a sorti une édition collector en relié également, donc qui demandait aussi des frais d'impression supplémentaires. Donc... Avec ce système de crowdfunding, de pré-vente, on a quand même une idée du nombre de personnes qui est vraiment intéressées par le bouquin. Je trouve que c'est un gros avantage. On sait tout de suite si les gens sont au rendez-vous ou pas avec le crowdfunding. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a aussi le côté très événement du crowdfunding. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en fais pas plus d'un par an parce que justement, je veux que ce soit le big truc. Et souvent, en fait, quand tu as une petite communauté, c'est à ce moment-là qu'elle va se dire « Ok, là, j'y vais. » Et puis, comme ça dure, les miennes, je les fais durer un mois. Comme ça dure pendant un mois où on fait beaucoup de communication, etc., ça fait vraiment très événementiel, en fait, comme le disait Johanna tout à l'heure, c'est l'opportunité aussi de créer vraiment des objets livres si jamais la campagne, elle explose. Parlons du danger, justement. Parlons des inconvénients. Quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention quand on veut faire un crowdfunding? Qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher ou qui n'a pas marché? Pour moi, il y a un gros danger, c'est le budget. Donc, il faut prévoir une grosse marge et heureusement que je l'ai fait sur mes 2 campagnes parce que sur mes 2 campagnes, j'ai eu 2 mauvaises surprises, comme Yelena avec les frais postaux, quoi. C'est un truc, on calcule mal ou alors les prix ont changé parce qu'entre le moment de la campagne et le moment où on envoie réellement les colis, il peut y avoir tout un tas de trucs qui se passent. Oui, une pénurie de papier, par exemple. Voilà, ah oui, ça, absolument. 2 mois de retard sur les envois. Bien augmenté d'impression, oui. Moi, ma déception, c'est que j'avais l'impression d'avoir suivi un peu toutes les règles. Je me suis même associé avec quelqu'un, un spécialiste, qui m'a fait des super visuels, qui m'a fait une super vidéo. Sauf que derrière, il faut réussir à toucher un public. Et au bout du compte, j'ai pas vraiment réussi à dépasser mon cercle d'amis. Alors, je suis pas sur Instagram, je suis pas sur Twitter. Donc, j'allais revenir là-dessus parce que par contre, Lucille et Yelena sont dessus et apparemment, c'est un réseau qui marche très, très bien, notamment pour les visuels, les livres, etc. Donc, merci beaucoup de ce partage sans phare, Sébastien, parce que ça nous aide, nous aussi, à anticiper nos futures campagnes. Et donc, toi, Yelena, est-ce qu'il y a quelque chose que tu déconseillerais ou quelque chose que vraiment qu'il ne faudrait pas faire, quoi, d'après ton expérience? Ce qu'il faut peut-être anticiper, c'est tout ce qui est visuel, mais de rien oublier, en fait. La campagne, quand vous la lancez, il ne faut pas se dire « Ah, mais ça, je ferai ça plus tard, En fait, il faut vraiment tout anticiper très, très à l'avance. Il faut tout préparer, il faut s'inspirer des campagnes qui ont réussi, de qu'est-ce qu'ils ont communiqué, quelles étaient leurs bannières, qu'est-ce qu'ils ont communiqué comme type de pack, etc., quels étaient les budgets. Vraiment analyse. Et ensuite, il faut penser que la campagne, c'est un marathon. C'est-à-dire que pendant 3 mois, enfin, ça dépend de la durée que vous mettez, c'est 1 mois, 2 mois, vous vivez campagne, vous mangez campagne, vous allez dormir campagne, tout, vous vivez campagne, parce qu'il faut être
hyper réactif. Quand quelque chose arrive sur votre campagne, quand un palier est franchi, il faut que vous soyez là pour pouvoir répondre, une news, rebalancer un nouveau visuel, etc. Et dans les dangers, je pensais à l'épuisement. Effectivement, il faut aussi être là. Et parfois, ça peut saouler un peu. Mais il faut être prêt. C'est le prix un peu à payer. Et en même temps, ça peut être aussi de le vivre au quotidien. Ça peut être très agréable si effectivement, on a tout préparé en amont. Parlons de ce qui a marché. Qu'est-ce qui, pour toi, est la raison principale de ton succès? Qu'est-ce qui a fait que ça ait à ce point fonctionné? J'avais déjà un noyau de lecteurs qui étaient déjà là, qui attendaient. Parce que j'ai fait un sondage justement sur Facebook à l'époque et les gens étaient à fond et m'ont dit non mais on est prêt à investir si jamais tu veux faire une campagne. Donc je me suis lancée. Ça peut être une bonne idée en tout cas de savoir quel va être le taux d'engagement parce que j'ai préparé ma campagne beaucoup en amont où il fallait travailler effectivement les visuels, etc. Teaser un peu les gens, dire oh voilà il y aura tel goodies, oh voilà il y aura tel truc, donc forcément ils s'emballent en fait. Faut croire en soi justement à ce niveau-là. Faut se dire ok on peut aussi se mettre à l'idée. Si ça réussit, qu'est-ce qu'on fait et de se laisser rêver, se laisser porter parce que finalement c'est la passion qui va toucher les gens dans notre campagne. Moi je vous conseille d'aller à la salle de sport parce qu'il faut porter les colis en fait. C'est juste un mot, allez-y. Je pense que c'est quand même une très bonne façon de tester le marché. C'est vrai qu'on ne sait jamais trop à l'avance. Si vous y croyez, foncez. En fait, vous avez rien à perdre. Être auteur ou autrice hybride. Alors, on va voir pourquoi, on va voir comment. C'est assez nouveau en fait comme statut. C'est-à-dire qu'avant, un peu, soit on choisissait de partir sur l'édition classique avec tous les avantages et les inconvénients qu'il y a à ce mode d'édition-là, ou on partait dans l'auto-édition et on était un peu grillé à vie du circuit de l'édition classique. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais on est de très nombreux auteurs à être hybrides, à avoir au moins un livre dans les deux camps, un livre en édition classique et un livre en auto-édition. Donc, j'ai réuni 3 personnes au parcours très différents pour parler de cette thématique. On va tout d'abord accueillir Maloria. J'imagine que tu m'as invitée parce que j'ai déjà sorti 4 romans auto-édités et j'ai également 6 romans qui sont édités chez U-Publishing dans la collection New Romance. Linda. Coucou. Je suis aussi autrice hybride. J'ai commencé par l'auto-édition et j'ai 2 romans qui sont édités en classique. Donc un qui a été édité en classique et qui est revenu en auto-édition. Et un autre qui est resté en édition classique. Et autrement, j'ai 5 autres romans qui sont en auto-édition. D'accord. Last but not least, comme on dit, Mariette Poula. Bonjour. Qui sont donc en édition en commande. Du coup, ça a été des commandes de maisons d'édition. J'ai donc 3 nouvelles. Et du coup, j'ai 2 romans qui sont en auto-édition. Donc moi, j'ai commencé par l'édition classique. J'ai eu 2 nouvelles parues dans des anthologies dans des maisons d'édition classiques qui aujourd'hui n'existent plus, qui étaient des petites maisons d'édition. Et ensuite, suite à cette expérience, je suis partie en auto-édition et à ce jour, j'ai 7 livres en auto-édition. Et ça a permis de me faire connaître d'une maison d'édition parce qu'on faisait beaucoup de salons côte à côte souvent. C'est le hasard, un peu déplacement en salon. Et du coup, on a décidé, suite à la proposition de la maison d'édition, de travailler ensemble pour mes livres jeunesse parce que je n'avais encore jamais édité ou auto-édité de livres jeunesse et ça m'arrangeait que voilà, la maison d'édition prenne ça en charge et j'ai pu négocier mon contrat, on en parlera dans les avantages et les parcours des unes et des autres pour être édité sur ces 2 livres. Donc au total, 2 livres édités aujourd'hui qui sont encore sur le marché et 7 livres en auto-édition en ce qui me concerne. L'idée, c'est de voir un peu notre parcours, comment on en est arrivé là. Est-ce qu'on a commencé par l'édition classique? Est-ce qu'on a commencé par l'auto-édition? J'ai commencé avec Short Édition, qui est une maison d'édition qui ne fait que de l'édition, que de la short, du coup, littérature, donc uniquement de la nouvelle. Et je suis entrée chez eux, en fait, parce que j'ai gagné leur concours qu'ils avaient fait en 2012.
Ils avaient fait un gros concours d'écriture en direct. Et du coup, c'est comme ça que je m'étais fait connaître de leur service. Et en fait, quand ils ont eu besoin de publier des nouvelles et de faire appel à des auteurs, ils m'avaient passé des commandes de nouvelles. Et ensuite, quand est arrivé le moment d'avoir mes premiers romans, je me suis un peu posé la question. Et parce que j'avais le blog, en fait, je suis aussi blogueuse du coup sur Mécanisme d'Histoire. Et du coup, je fais beaucoup de tests parce que l'auto-édition, c'est quelque chose qui monte, c'est quelque chose qui pose plein de questions. Et du coup, il me semblait important de tester aussi l'auto-édition et de tester des techniques. Et c'est pour ça que j'avais sorti mon premier roman, donc Pouvoir, en 2016 en auto-édition. Et j'ai sorti là, plus récemment, La Vengeance est un article qui se publie à chaud, il y a du coup 6 mois, un truc comme ça. Du coup, pareil, en auto-édition, voilà. J'ai un peu démarré les deux en même temps, finalement, l'auto-édition et l'édition classique. En fait, j'avais participé à un concours organisé par la plateforme Fixia. Mon texte avait été repéré par la maison d'édition et finalement n'avait pas remporté le concours. Et en parallèle de ça, c'est une plateforme sur laquelle il y a toujours des concours continuellement. J'avais démarré un autre concours à côté. Et quand j'ai appris que j'avais perdu le premier concours, j'avais la chance d'avoir des lectrices qui attendaient la fin de l'histoire. Donc, je me suis dit, je vais l'auto-éditer. C'était ce qui me semblait sur le moment le plus rapide et le plus simple, bizarrement. Hein. Et, non, mais oui, c'est rapide au point de vue. Oui. Et le deuxième concours que j'avais fait en parallèle à côté, celui-ci, je l'ai gagné. Donc, j'ai gagné le prix, c'était une édition numérique chez Hugo New Roman. Et donc, j'ai sorti en avril 2018 mon premier auto-édité. Et en juillet, quelques mois après, je sortais mon premier e-book avec la maison d'édition. Et depuis, finalement, j'alterne un petit peu les deux entre simultané presque, oui, en parallèle. Moi, j'ai commencé par l'auto-édition, mais par hasard, en fait. Mon objectif au départ, depuis que j'ai commencé à écrire, en fait, c'était d'être édité dans une maison classique, en fait, et donc c'était mon but. Et j'avais pas pensé du tout à l'auto-édition. Et quand j'ai participé en 2013-2014 à un atelier d'écriture qui était organisé par DraftQuest, il y avait un concours à la fin de l'atelier où on devait soumettre le manuscrit sur lequel on était en train de travailler. Et donc, j'ai soumis le manuscrit en question, qui n'était même pas terminé d'ailleurs, passage. Et c'était donc ce qui est devenu mon premier roman historique. Et il a gagné le deuxième prix, donc l'auto-édition par Librinova. Et donc, du coup, je me suis plongée dans le bain de l'auto-édition. Et ce qui me plaisait avec Librinova, c'était aussi, après coup, en fait, je ne connaissais pas du tout. Après coup, c'était le fait qu'il y avait une passerelle justement avec l'édition classique et dont j'ai pu bénéficier. En fait, c'est pour ça que le fameux premier roman est ensuite passé en édition classique avec un éditeur. Est-ce que tu peux nous dire quel est pour toi l'un ou les avantages principaux de ce statut hybride? Le fait que tu sois à cheval entre les deux et l'auto-édition et l'édition classique. Les avantages, en fait, c'est que je pense que, en discutant avec mon agent littéraire, grâce à Librinova, justement, elle m'a ouvert les yeux sur un truc que j'avais pas du tout conscience. C'était que les éditeurs, en fait, ils ont des cases. Il faut écrire du policier, du fantastique, de la romance, et en fait, elle me disait il y a des romans, voilà, qui fonctionneront bien en auto-édition parce que ils sont inclassables. En fait. Ils sont à la fois sur un genre et un autre. Ils trouvent leur public, mais chez un éditeur, ça fonctionnera pas. Et l'avantage d'avoir les deux, c'est qu'on peut bénéficier du support de la maison d'édition, de ses yeux d'écriture, de la relecture, etc. Et l'auto-édition, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. On a les avantages des deux mondes, en fait, et c'est agréable aussi de bénéficier, de transférer, je pense, l'expertise que tu as eue avec les conseils de la maison d'édition, tu as pu aussi les appliquer après sur tes livres auto-édités. Ouais. Donc, c'est une expérience utile, en fait. Oui, tout à fait. C'est un peu quelque chose qu'on peut recommander aux auteurs qui nous écoutent, c'est de négocier, parce que tout se négocie. Hein, quand on signe un contrat d'édition, il ne faut pas se dire « Ouais, c'est le Graal et j'accepte tout tel que c'est ». Il faut vraiment, vraiment négocier ce contrat d'édition. Et donc, l'une des choses que vous pouvez négocier, c'est de publier vous-même en auto-édition, donc la version numérique.
Parce que Ouais. vous avez tout le texte, il est fait, et puis la version numérique demande quand même beaucoup moins de mise en forme, même s'il en faut, que la version papier. Ben, je dirais qu'il y a deux avantages vraiment. Il y a le côté réactif. C'est que du coup, ben, en fait, l'édition classique, elle met toujours des temps de dingue. Et c'est vrai que du coup, avec l'édition plus, enfin, l'auto-édition, du coup, ben, ça va plus vite, quoi. Enfin, tout simplement, on a une envie de publier son livre, on le met en forme, on le fait corriger, on l'envoie, c'est parti. Enfin, il n'y a pas de délai, en fait. Donc ça, c'est vraiment très agréable parce que ça permet de jouer sur différents tableaux à la fois. Et puis, je dirais que le deuxième point, ça va plus être, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, c'est l'expérience. C'est-à-dire que tu vas récupérer de l'expérience que tu as chopée en maison d'édition classique et tu vas pouvoir l'adapter à à tes autres pratiques. Alors, moi, les avantages et les inconvénients, je vais reprendre un peu ce que disait Linda tout à l'heure par rapport aux étiquettes qui sont un peu collées en maison d'édition et il faut faire du roman, pas du polar, etc. C'est vrai que ce que j'apprécie, moi, c'est dans l'édition, c'est que justement, entre le moment où j'écris un texte qui sera plus pour ma maison d'édition, donc qui va rentrer finalement dans une case pour aller dans la ligne éditoriale de ma maison d'édition, quand je vais passer sur un texte en auto-édition, je sais que je vais pouvoir me permettre d'être un peu plus borderline, de mélanger plusieurs genres. Et au-delà de ça, j'apprécie aussi de ne pas forcément m'investir sur certains points de mes romans qui seront édités, parce que voilà, c'est le travail que fait ma maison d'édition dessus, et de ne pas toujours mettre la même énergie en fait dans chacun de mes textes. Ça permet justement de jongler et peut-être aussi de sortir finalement plus de livres, tout simplement. Et j'avais donc peur de ne pas avoir le public. Et en plus, mine de rien, un livre jeunesse, ça implique une mise en forme particulière avec des dessins, incrustations, machin. Et j'avoue que ça me fatiguait à l'avance de devoir me pencher sur la maquette du livre jeunesse. Le côté hybride, c'est que j'ai pu négocier un contrat d'édition d'égal à égal, où je n'ai pas à imposer mes directives, mais où on a vraiment pu faire du gagnant-gagnant. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce qui t'intéresserait? Si vous voulez, on peut aussi parler des inconvénients. Je vois qu'il y en a une ou deux qui en a déjà parlé. Moi, l'inconvénient, c'est que du coup, il y a des moments où les deux calendriers se juxtaposent. Parce que la maison d'édition, elle a un calendrier qui est fixé d'1 an à l'avance à peu près. Donc, je savais qu'il y avait mon livre jeunesse qui sortirait à la mi-novembre. Et moi, mon calendrier éditorial a fait que j'ai pris un peu de retard par rapport à ce que j'ai prévu et j'ai pas eu le choix. Je l'ai sorti fin novembre et donc faire 2 sorties le même mois, ça a été c'était une catastrophe. J'ai un petit inconvénient de planning aussi, c'est ça, on doit respecter les délais de notre maison d'édition, donc on attend et à partir du moment où j'ai une date, je sais que la condition quand même à mon auto-édition, entre guillemets, c'est de ne pas faire 2 sorties auto-édition en même temps que mes sorties maison d'édition. Quel conseil vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent s'ils ont envie d'avoir le statut d'auteur hybride? Le conseil qui me vient tout de suite, c'est d'être prêt à travailler autant qu'on l'a fait en écrivant notre livre que pour le promouvoir, en parler, et parce que ça demande beaucoup de travail et une fois qu'on a mis le mot fin encore sur tout plein d'autres aspects qu'on a peut-être moins envie de faire. Alors, le conseil que je donnerais, c'est déjà de pas, si on vise l'édition classique, c'est pas forcément d'attendre les retours des éditeurs qui peuvent être très longs, très longs, voire inexistants. Et parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font leur marché dans les rayons de l'auto-édition. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se lancer, peut-être en utilisant des plateformes d'auto-édition qui font des passerelles aussi, et ça permet aussi de tester son livre aussi, tout simplement, de voir s'il il a un public. Il y a des cases en édition et en auto-édition. Et du coup, c'est bien de savoir, enfin, c'est compliqué, mais dans l'idéal, c'est bien de savoir, en fait, dès qu'on commence à penser un texte, s'il va aller vers l'édition ou vers l'auto-édition. Parce qu'en fait, on n'écrit pas, comme vous l'avez dit déjà un petit peu, mais on n'écrit pas forcément pareil et on n'expérimente pas de la même façon si on va sur de l'auto-édition ou de l'édition. Ce que je conseille pour comment on arrive à ce statut-là, et je pense que ça a été vraiment, c'était pas prévu parce qu'on n'avait pas parlé de nos expériences personnelles quand on a fait la répétition il y a quelques jours, mais je remarque qu'on a toutes fait des concours. Toutes. Et c'est une voie royale pour entrer dans une maison d'édition, un appel à texte.